panel, je vous invite à écouter Madame Dorothée Ayer de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, qui va nous parler de la tentation de l'anglais dans un contexte bilingue franco-allemand. Merci. Merci pour cette présentation. Donc, comme vous le voyez, je vais faire une présentation, la projection est en anglais, mais ma présentation sera donc en français. On joue le jeu du plurilinguisme durant cette présentation. Je vous laisse regarder le fil conducteur de ma présentation. Donc, je vais vous parler de la tentation de l'anglais, du recours à l'anglais dans un contexte qui est officiellement bilingue, français-allemand ou allemand-français. Donc, je vais vous parler de ce contexte qui se situe en Suisse. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la Suisse pour commencer. Comme vous le voyez, en Suisse, on a des entreprises qui sont d'envergure nationale, qui ont recours à l'anglais pour leur nom, en fait, de leur compagnie, de leur entreprise. Avec ici un exemple de la première entreprise nationale de télécommunications. Swiss Universities, c'est un site, une organisation qui regroupe les différents établissements de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur en Suisse. Suisse Topo, très intéressant en fait, c'est le service de topographie de l'administration fédérale. Donc c'est un site, c'est une entreprise en quelque sorte, un service gouvernemental, et puis notre compagnie aérienne. Donc des noms anglais pour des compagnies nationales ou d'envergure nationale dans un pays qui est officiellement quadrilingue. Avec là, vous avez les sources de l'Office fédéral, comme source les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. 4 langues nationales, donc l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Les 3 premières langues sont des langues officielles. Et puis, on a bien sûr les langues de l'immigration, avec l'anglais qui arrive en premier et 4,4%, toujours selon l'Office fédéral de la statistique, de locuteurs d'anglais en Suisse. Donc, qui disent avoir pour langue maternelle l'anglais, mais on ne sait pas par contre si c'est seulement l'anglais ou si c'est combiné avec une autre langue, puisqu'il était possible pour les personnes sondées de cliquer plusieurs langues. Au niveau du monde professionnel, le recours à l'anglais est aussi très courant, vu que, toujours selon l'Office fédéral de la statistique, 18,2% de la population active utilise alors l'adverbe est habituellement l'anglais sur leur lieu de travail. Donc effectivement là ce n'est pas très précis, on ne sait pas finalement la fréquence derrière ce habituellement. Est-ce que c'est l'unique langue de travail ou bien si c'est un recours ponctuel quand on doit téléphoner à un fournisseur ou une autre situation comme celle-là. Au niveau de l'enseignement, alors en Suisse, on a une loi sur les langues qui date de 2007, qui est entrée en vigueur en 2010, et l'article 15 dit que les cantons, qui sont souverains en la matière, doivent inscrire dans le cursus obligatoire, de l'école obligatoire, l'enseignement de 2 langues, une nationale et une étrangère. Comprendre bien sûr que la langue étrangère, c'est bien sûr l'anglais. Et plus précisément, vous voyez sur cette carte qu'en fait, une bonne partie des cantons ici autour de Zurich ont choisi, ces cantons ont choisi donc d'introduire l'anglais d'abord, avant même l'introduction d'une deuxième langue nationale, ce qui donne bien sûr lieu à des débats, des discussions, parce que la loi fédérale justement sur les langues ne précise pas l'ordre d'entrée de ces langues, si c'est d'abord la langue nationale ou une langue étrangère. Partout en Suisse, pour l'instant, c'est encore la deuxième langue nationale qui est enseignée en premier, avant l'anglais, mais de plus en plus des cantons germanophones en Suisse allemande introduisent d'abord l'anglais. Au niveau de l'université, c'est le principe de territorialité qui prime, c'est-à-dire que la langue d'enseignement est la langue locale. Donc le droit à Zurich est enseigné en allemand, à Lausanne c'est enseigné en français, à Fribourg
ville bilingue, c'est un piège. Alors, il y a une filière en allemand, une filière en français et aussi une filière bilingue en l'occurrence. Au niveau des programmes en Suisse, je suis allée sur le site de Swiss Universities et puis en faisant une rapide recherche, j'ai vu qu'il y avait 6 programmes qui sont complètement en anglais sur les 700 programmes de bachelor possibles en Suisse. Donc ce sont des bachelors plutôt axés vers la technologie, les nouvelles technologies et puis l'informatique. Et au niveau, ici la deuxième ligne, donc j'ai vu aussi qu'il y avait une centaine de programmes de bachelor bilingues avec la langue, ici j'ai mis la langue 1, mais c'est en fait la langue du territoire, la langue locale, et l'anglais. C'est le cas pour mon terrain de recherche, qui est en fait une école bilingue, officiellement bilingue, qui se trouve à Berne, qui est lui-même un canton bilingue. Et c'est une haute école spécialisée, c'est l'équivalent IUT en France, d'agronomie, de sciences agronomiques, forestières et alimentaires. L'école est bilingue depuis l'origine. Elle a été fondée dans les années 60 et elle était financée en fait par un concordat de cantons alémaniques, donc germanophones et francophones, ce qui justifie finalement l'utilisation de ces deux langues. Depuis 2011, elle est cantonale et par chance, comme le canton de Berne est bilingue, on a pu garder ce bilinguisme, on espère pouvoir le garder longtemps. Au niveau de la communication entre les membres de cette école, le personnel, les enseignants, on pratique l'intercompréhension, donc le plurilinguisme réceptif. Chacun parle sa langue et est censé comprendre la langue de l'autre. Donc doit avoir des connaissances suffisantes en réception pour pouvoir comprendre la langue de ses collègues si le collègue parle une autre langue. Et ça fonctionne plutôt bien, avec bien sûr des conditions, mais c'est un mode de communication qui est efficace. On enseigne également les langues dans cette école avec du français, de l'allemand et de l'anglais. L'anglais pour tout le monde, le français comme langue étrangère, l'allemand comme langue étrangère, et c'est obligatoire. Donc tous les étudiants en première année ont des modules de langue obligatoires avec la possibilité de faire des options comme l'italien et l'espagnol, sauf erreur. Au niveau de l'utilisation de l'anglais, alors il y a bien sûr le programme de master qui est totalement en anglais. Je dis bien sûr parce qu'en Suisse ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce secteur-là, je vais plutôt m'attarder sur le secteur bachelor où ça c'est beaucoup moins courant. Et c'est principalement le bachelor ici d'agriculture internationale, donc en agronomie. Les étudiants peuvent choisir cette orientation à partir de leur deuxième année d'études. Les langues utilisées, c'est principalement l'anglais, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des cours en français, du moins sur le papier, du moins sur le descriptif. Dans la réalité, je vous expliquerai que c'est un petit peu différent. Les raisons pour l'utilisation de l'anglais. Alors, en ayant mené des entretiens, une enseignante m'a expliqué qu'en fait en 2007 il y a eu un nouveau responsable de cette orientation, de cette unité, et qu'il y a eu, je cite ces termes, un changement de culture et qu'on est passé à tout en anglais au niveau de la communication entre eux. Et puis elle expliquait aussi que finalement ça pouvait se justifier par le fait qu'il y avait à ce moment-là des enseignants, des collaborateurs, des employés qui étaient d'origine étrangère et qui ne maîtrisaient pas suffisamment le français pour pouvoir le comprendre lors des réunions. Justement, en parlant de réunion, j'ai tiré de mon corpus d'enregistrement une réunion pour vous donner un exemple. Donc, c'était une réunion qui s'est déroulée au mois de juin, qui a duré 2 heures, avec 7 participants. Qui représente finalement bien ce multilinguisme qu'on a dans cette école, avec une majorité de locuteurs germanophones et une personne bilingue, espagnol, anglais, donc qui est d'origine étrangère. Comme vous le voyez, ils ont tous un très bon niveau d'anglais et ils ont aussi, et ça c'est intéressant, un bon niveau, si ce n'est un très bon niveau, dans la langue partenaire. Donc, au vu de ce panel, on pourrait très bien se dire qu'ils pourraient pratiquer l'intercompréhension puisqu'ils ont tous le niveau nécessaire pour comprendre l'allemand ou le français.
Les langues qui ont été utilisées, alors pas du tout de français. Et si on regarde plus précisément le découpage du temps, dans le tableau du haut, on voit qu'il y a en bleu l'anglais, très important. J'ai laissé aussi la pause, il y a une pause assez grande. Et puis les moments de silence, il y a eu des problèmes techniques à ce moment-là, durant cette réunion. Donc il y a eu des moments de silence assez importants. Le tableau du dessous, j'ai retiré la pause et puis les moments de silence. Et puis on voit très bien qu'à 99%, c'est l'anglais. Donc une utilisation finalement massive de l'anglais par rapport à l'allemand. Et puis au français, alors pour être honnête, il y a eu 2 mots de français quand même. C'était bon appétit, parce que c'était en fin de matinée. Donc ce sont les 2 seuls mots qui ont été échangés. Ça n'a même pas été comptabilisé au moment de l'encodage, tellement c'était peu. Donc la question à se poser finalement, c'est quel type de communication à laquelle on a affaire durant ces échanges. Et on pourrait partir sur l'idée que c'est une communication exolingue, comme l'a défini Porquier, avec une langue commune, mais une langue qui est la langue 2 d'une partie des intervenants, des participants, et la langue native, la langue maternelle d'une autre partie. Or, ce n'est pas le cas, sauf la personne qui est bilingue espagnol-anglais. La majeure partie du temps, on n'est pas dans une situation de communication exolingue. On se rapproche plus d'une situation de parler bilingue, pour reprendre les termes de Ludi et Pi, où on a vraiment l'utilisation, le recours à 2 langues durant l'interaction. Donc, si on a un parler bilingue, on a aussi des marques transcodiques. Donc, code switching, alternance codique et emprunt. Et là, j'ai dressé un tableau de cette réunion. Et vous voyez ici, donc, il y a eu des passages en allemand, mais très peu, finalement, sur les 2 heures, et très courts aussi, avec le plus long qui dure 20 secondes. Et c'était la lecture d'un point de règlement en allemand. Le reste du temps, j'ai un peu de peine à appeler ça du code switching parce qu'en fait, c'était vraiment des séquences, c'était des interventions complètement en allemand, par une personne. Et la réplique qui suivait se faisait en anglais. Donc en fait, il n'y avait pas de passage au milieu du discours d'une langue à l'autre. C'était vraiment une réplique en allemand et après on continuait en anglais. Et du reste, ça fait 5 répliques en tout, donc relativement peu sur une grande réunion, une longue réunion comme celle-là. Au niveau des emprunts lexicaux, ici je les ai aussi tous relevés, donc il n'y en a pas beaucoup non plus. Et ce sont des termes qui sont relatifs au vocabulaire de l'école, donc qui font partie du lexique partagé par tous les employés de l'école. À noter aussi que la plupart de ces termes, je pense à Mitarbeitergespräch par exemple ou Blockwoche, sont également observables dans des discours entre francophones. C'est-à-dire qu'entre francophones, on ne va pas dire qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant la semaine de cours intensif, on va dire qu'est-ce que tu fais pendant la Blockwoche. Donc on l'utilise aussi entre francophones, et ce n'est pas lié seulement ici au fait qu'il y avait une majorité de germanophones. Pour compléter cet exemple, en fait, je voulais savoir si, en dehors des réunions, le recours à l'anglais était aussi fréquent. Donc, pour compléter ça, j'ai obtenu des entretiens. J'en ai sélectionné 3 ici. Et puis, j'ai également fait un sondage auprès des étudiants. Donc, les 3 personnes au sujet desquelles je me base sont des enseignants ici, un enseignant francophone, un enseignant d'origine étrangère et puis un assistant germanophone. Pour les étudiants, il s'agit d'une bonne représentation également du public qu'on a, c'est-à-dire avec une majorité de germanophones. Alors, pour ce qui est de l'enseignement,
comme je vous l'ai dit avant, on peut avoir des cours soit en français, soit en anglais. Il se trouve en fait que tous les cours sont en anglais, en tout cas ce semestre, parce que les enseignants en fait négocient la langue au début du semestre. Les enseignants demandent aux étudiants quelle langue ils préfèrent. Et sans trop de surprise, les germanophones préfèrent l'anglais au français, mais avec pas mal de surprises en fait, normalement les francophones préfèrent également l'anglais. Donc ici j'avais fait un sondage pour savoir quelle était... en fait, est-ce qu'ils choisissaient leur cours en fonction de la langue? J'ai compris par après qu'effectivement, non, parce que comme il y a négociation, ce n'est pas un problème. Et puis par rapport à la difficulté des cours en anglais, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de difficulté de suivre les cours en anglais. Ils m'ont aussi précisé, ces étudiants, que par la suite, ça s'estompait, les difficultés s'estompaient, donc ce n'était pas un problème de suivre les cours en anglais. Au niveau de la communication entre étudiants et enseignants, alors ce qui est très intéressant ici, c'est que ça reste vraiment dans la classe, dans la salle de classe, la langue principale reste l'anglais. Par contre, dès qu'on sort un petit peu de la salle de classe, on revient à une communication plus naturelle, c'est-à-dire la langue de l'enseignant ou la langue de l'étudiant. Les étudiants entre eux, également durant les cours, utilisent alors l'anglais en priorité parce que nous sommes dans ce contexte de la salle de classe. Par contre, comme on peut le voir, il y a un mix, il y a aussi plusieurs combinaisons possibles, donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment figé, on s'en tient en général à l'anglais, mais ce n'est pas une règle, et les enseignants me disaient du moment qu'ils communiquent, après pour nous c'est égal, ils ont l'obligation de faire les présentations devant la classe en anglais, mais le reste, pendant les travaux de groupe, ils font comme ils veulent. Dans les situations informelles, donc devant la machine à café, à la cafétéria, les enseignants entre eux, enfin les membres du personnel entre eux, pratiquent l'intercompréhension. Chacun parle sa langue, ou alors on parle qu'en allemand, ou qu'en français, ou parfois en italien, c'est un peu plus anecdotique. Et l'anglais reste vraiment la langue de communication avec les anglophones. Donc là, en l'occurrence, avec l'anglophone. Par politesse, d'une part, et d'autre part, par l'envie de pratiquer. C'est une occasion pour ces enseignants qui doivent aussi enseigner en anglais, alors que ce n'est pas leur langue maternelle, ni même leur deuxième langue, c'est souvent leur troisième ou quatrième langue. C'est l'occasion aussi de pratiquer. Pour les étudiants, on a le même constat, c'est-à-dire qu'en dehors du cours, ils parlent principalement allemand, avec des combinaisons possibles différentes. Et ce qui est assez réjouissant d'une part, pour la diversité linguistique en tout cas, c'est qu'ils utilisent l'anglais. Ces deux étudiants m'ont répondu, donc qu'ils utilisaient l'anglais, mais combiné avec de toute façon de l'allemand. Donc d'abord on parle allemand, et puis si ça ne va pas, on parle anglais. Mais ce sont d'abord les langues nationales qui sont utilisées. Donc j'en arrive au point de discussion qui sert aussi de conclusion et d'ouverture finalement à plus de recherche dans ce domaine. La question à se poser, c'est est-ce que cet anglais lingua franca va prendre de plus en plus de place dans ce contexte bilingue ? Et en fait, effectivement, selon le concept de Wenger, des communautés de pratique, on a toutes les conditions requises. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui travaille ensemble, qui partage les mêmes objectifs, qui partage les mêmes ressources. Si on prend la définition de Daclea aussi, de la lingua franca, elle dit que c'est un lieu neutre de la communication, c'est une langue qui n'appartient à personne. Ce qui est effectivement la situation dans laquelle on se trouve dans cette unité d'agronomie, d'agriculture internationale, sauf exception de cette personne qui était bilingue espagnol-anglais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment la distinction entre les situations formelles, que ce soit les réunions de l'équipe, et le contexte de la classe, de la salle de classe, du cours, de l'enseignement. Et on voit que là, il y a une grande différence entre les deux. Et que ce soit pour les réunions ou que ce soit pour l'enseignement, on est vraiment dans quelque chose qui est codifié.
dans une interaction qui est formelle et codifiée, ce qui n'est pas le cas lors des discussions plus informelles entre étudiants ou entre membres de l'école. Les deux barrières à ça, à mon avis, c'est d'une part la pratique de l'intercompréhension dans l'école, qui est une pratique très forte. C'est une coutume, bien sûr, elle n'est pas inscrite dans la loi, dans le règlement de l'école, mais c'est une pratique qui est vraiment très très forte. Et je pense que ça fait un frein, finalement, à ce spectre de l'anglais qui pourrait arriver comme ça dans l'école et dans les interactions. Une autre chose aussi, qui concerne peut-être davantage les étudiants, c'est l'enseignement des langues nationales que l'on a gardé dans l'école et qui est obligatoire. Donc tous les étudiants, même s'ils n'aiment pas trop ça, doivent pratiquer encore, améliorer leur français ou leur allemand. Et je pense que c'est également un frein à l'utilisation de l'anglais. Ils sont quand même plus à l'aise avec les langues nationales qu'avec l'anglais quand ils doivent discuter entre eux. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle pour les enseignants. Ça veut dire que les langues, cette diversité linguistique et nationale est finalement préservée par cette possibilité de l'anglais lingua franca. Voilà, je vous mets encore la bibliographie et je suis impatiente d'avoir vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, du coup, pour notre intervenante ? Oui. Est-ce que vous croyez que la situation est très différente dans les universités comme Berne et les universités francophones ? Sincèrement, c'est difficile à répondre. Je pense qu'en fait, dans les universités francophones, on est beaucoup plus attaché à la francophonie. Et l'université de Berne est également dans une situation particulière parce que c'est une université bilingue, également dans un canton bilingue. Donc, je pense que ce sera plus facile d'avoir recours à l'anglais que de mettre un effort supplémentaire pour le français, pour développer le français. Il y a ici un article d'un collègue qui enseignait à Lausanne, Oui. Jean-Claude Usinier, qui est maintenant à la retraite, Oui. qui disait qu'à un certain moment, il enseignait avec du français, l'anglais, il mélangeait un peu les deux, jusqu'au moment où on lui a pratiquement interdit de le faire. Alors il disait que par exemple les néerlandophones préféraient les cours en français. Donc c'est pas seulement donc, quand on parle d'international, effectivement, il y a toutes les langues. Alors je lis ici une citation très rapidement. Une fois qu'il a été obligé de le faire, au fait, il disait qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il ne pouvait même pas, très souvent, comprendre les copies de ses étudiants. Oui. Donc il dit l'anglais serait un véhicule de communication idéal, un incomparable instrument de transmission des connaissances dans un monde global. Il permettra à des étudiants parfaitement mobiles de venir étudier partout dans des formats entièrement transmissibles. Pourtant, beaucoup de nos étudiants étrangers, supposés anglophones, comprennent mal l'anglais, le parlent plus mal encore et s'expriment de façon peu compréhensible par écrit. La correction des examens suppose parfois de déchiffrer à 2 correcteurs ce qu'a bien voulu dire l'étudiant. Pourtant, le fait de partager une langue ou plusieurs entre enseignants et enseignés est une condition sine qua non d'une bonne transmission des connaissances. Une mauvaise appropriation du savoir peut aboutir à l'échec d'un étudiant. Oui. Donc, lui, il avait l'impression qu'à partir du moment où il a été obligé de faire ses cours en anglais, au fait, les étudiants réussissaient moins bien. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas cette flexibilité. Oui, alors là c'est intéressant, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le préciser, c'est que les étudiants dans cette école ont la possibilité de faire tous les examens dans leur langue maternelle. Donc en fait, ça peut compliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils reçoivent finalement des concepts dans une langue et puis ils doivent finalement les retranscrire dans une autre. Mais là, une des enseignantes avec qui j'ai discuté pour l'entretien, qui est italophone, elle me disait: j'accepte de mes étudiants qu'ils rendent leurs travaux en français, en allemand, en anglais, en italien.
Donc elle avait ce panel vraiment large et en tant qu'enseignante, j'enseigne le français dans cette école et en tant qu'enseignante de français, ça nous arrive d'être sollicitée par des collègues germanophones qui viennent nous dire, bon là j'ai un doute par rapport au français, par rapport à la qualité du français, par rapport à la mise sur papier des concepts, des idées, et des fois ils viennent nous demander notre avis pour la qualité de la langue. C'est très très rare en fait, ça m'est arrivé une fois en 5 ans. Mais on est ressources aussi, on est des personnes ressources pour la langue. Mais ce qui est intéressant justement dans cette école, c'est que les étudiants peuvent faire tous leurs examens dans leur langue maternelle, leur langue d'études. Merci. Une dernière question peut-être, avant qu'il y en ait d'autres? Oui, non? Non, ben, vous m'avez un petit peu anticipé parce que justement je voulais parler de cette possibilité qui est assez particulière en Suisse je l'ai vu aussi à Fribourg, de pouvoir exposer dans sa langue, c'est-à-dire que ça suppose des professeurs qui sont plurilingues, effectivement. Oui. Et je crois que c'est une solution pour le futur. Mais la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez observé les bibliographies qui sont en usage? Est-ce que le passage à l'anglais a impliqué un passage à des références bibliographiques uniquement en anglais, ou est-ce que la Suisse a quand même réussi à conserver aussi son patrimoine, je ne sais pas, pour l'agronomie, puisque nous parlons d'agronomie, est-ce que la science passe encore par le français et par l'allemand, ou est-ce qu'on a passé à l'anglais dans les bibliographies? Non. Alors on a vraiment gardé, et c'est d'ailleurs François Grain de l'Université de Genève aussi qui disait qu'au niveau de la recherche justement, on continue de chercher, de faire de la recherche dans toutes les langues. Après la communication se fait en anglais, mais la recherche se fait en anglais, peut se faire en anglais. En l'occurrence, pour l'agronomie, ça n'a pas changé parce qu'il y a des revues de recherche agronomique, je pense à une revue en particulier, trilingue, ou même plus, mais en tout cas qui est systématiquement traduite. Donc en fait, on peut avoir la version francophone, germanophone, anglophone, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc on a quand même gardé au niveau de la bibliographie, je dirais en général, cette diversité, même si j'imagine que l'anglais prend effectivement de plus en plus de place. Oui. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à notre intervenante, Dorothée Ayer. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Et nous allons accueillir notre dernière intervenante pour ce panel que je vais présenter. On va lui laisser évidemment le temps de s'installer.